Nous sommes 34 élèves de terminale ES du lycée Karaoul et nous sommes allés au Vietnam. Nous devons y rencontrer nos correspondants du lycée Nguyen Van Troy à Nha Trang. Nous avons étudié la guerre d'Indochine, la bataille de Dien Bien Phu, consulté les archives sur l'Indochine aux archives départementales des Côtes d'Armor, puis nos pas se sont posés sur ceux des milliers de femmes et d'hommes qui se sont battus au milieu de ces paysages. C'est cette histoire, d'hier et d'aujourd'hui, que nous voulons vous présenter. La France est présente en Indochine depuis le Second Empire. Elle y laisse progressivement sa marque, encore visible dans l'architecture. Le Saigon est l'un des bâtiments les plus connus de la ville. C'est un des meilleurs ouvrages de l'architecture de la période coloniale. Sa charpente métallique a été conçue par Gustave Eiffel. Elle a été construite par l'administration des postes françaises entre 1886 et 1891. La poste est particulièrement intéressante pour son architecture intérieure. Il y a des grandes arches métalliques au plafond et les comptoirs sont en bois et font davantage penser à une gare qu'à une poste. Le petit théâtre se situe à Saigon, mais c'est un lieu de rencontre culturelle et artistique de la ville. Il se situe sur l'axe principal de la ville, entre les hôtels Le Caravelle et le Continental. La construction du premier théâtre s'acheva en 1900, après 2 ans de travaux. L'hôtel Continental de Saigon que nous voyons ici est le plus vieux, le plus prestigieux hôtel du pays. C'est une des fiertés de Ho Chi Minh Ville. Depuis à la fin des années 40 et début des années 50, cette terrasse surnommée Radio Katina était redevenue un lieu de rendez-vous du tout Saigon, le centre de toutes les intrigues et de tous les ragots de la ville. Les clients se considéraient comme chez eux au Continental. C'est le cas de André Malraux, un écrivain, Lucien Baudard, Jean Lartegui ou encore le Britannique Graham Greene. Auteur du livre Un Américain bien tranquille, donc un livre qui raconte les derniers jours des Français en Indochine et le début de la présence des Américains dans le futur Vietnam. Ainsi, aujourd'hui, l'hôtel Continental reste l'un des plus grands symboles de la présence française en Cochinchine. Cependant, à partir de 1945, la perle de l'Empire est déchirée par un conflit qui oppose la France à la République démocratique du Vietnam dirigée par Ho Chi Minh. La campagne d'hiver 1953 se profile. Le Laos paraît à nouveau visé par une grande offensive. Les accords de défense passés avec le Royaume obligent le général Navarre à protéger cet État associé. Le 20 novembre 1953, l'opération Castor est un succès. En Indochine, les forces franco-vietnamiennes ont pris une nouvelle fois l'offensive. Voici les images du coup d'audace de Dien Bien Phu, au cours duquel des milliers de parachutistes ont été largués au cœur même du dispositif Viet Minh en pays thaï. La lutte pour la possession de la cuvette fut à la fois rapide et violente. L'ennemi dut promptement se replier sur les collines environnantes. C'est pour faire de Dien Bien Phu le centre d'un nouveau maquis et soutenir la guérilla des partisans thaïs que le général Cogny a lancé l'opération Castor. Bientôt renforcées par une nouvelle vague de parachutistes, les troupes franco-vietnamiennes devaient rester maîtresses de la cuvette de Dien Bien Phu. Pendant 4 mois, le camp se prépare et le paysage se transforme. La plaine de 7 km sur 12 est ceinte de collines et plus loin de massifs montagneux, donnant un air de théâtre romain. Les populations thaïs qui l'occupent sont regroupées dans quelques villages. Le fond de la plaine est composé de rizières et de hautes herbes, les collines sont boisées. En décembre, la place est encerclée. Le général Navarre accepte la bataille. La bataille, qui s'annonce dure,
sera menée depuis Hanoï par le général Cony et depuis le camp par le colonel de Castres. Les troupes s'enterrent, elles occupent les collines qui sont autant de points d'appui au prénom de femmes. Les villages, la végétation disparaissent. Au cœur du dispositif, sa raison d'être est la piste de l'aéroport, unique ligne de vie avec l'extérieur. Nous sommes actuellement à l'aéroport de Dien Bien Phu, petit aéroport du nord-ouest du Vietnam, qui a connu une importance stratégique lors du conflit indo-chinois et plus précisément lors de la bataille de Dien Bien Phu, notamment en raison de sa position, c'est-à-dire dans la petite cuvette au milieu de toutes les montagnes où ont lieu les batailles, les combats. En effet, cette vallée comporte cet ancien aérodrome converti en aéroport et aménagé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Première partie de la bataille, cet aéroport aura une importance stratégique selon les mots du général Navarre, qui qualifiera cette bataille d'avant tout aérienne. Ainsi, ce sont principalement des opérations d'appui au sol qui seront menées grâce à cet aéroport. De plus, l'utilité de cet aéroport réside également dans la mise en œuvre d'opérations de récupération des blessés dans les combats. Cependant, au fur et à mesure de l'évolution du conflit et de la perte notamment des points d'appui, l'aéroport est devenu inutilisable et à partir du 26 mars 1954 et le départ du dernier avion, plus aucun appareil de l'aviation française n'utilisera l'aéroport et toutes les opérations de ravitaillement se feront principalement par parachutage. Aujourd'hui, Vietnam Airlines assure une liaison hebdomadaire vers Hanoï et actuellement cet aéroport est en cours d'agrandissement afin d'être capable et en mesure d'accueillir des Airbus A320 ou A321. Un monument de 40 mètres de long et 5 mètres de large qui enjambe la rivière de Nam Rang et domine la principale route de Dien Bien Phu s'appelle le pont Muang Tan. Il s'agissait d'une structure provisoire construite en France sur le modèle du pont Bailey de Donald Coleman Bailey, son inventeur. Un pont préfabriqué par conçu pour usage militaire. Il fut acheminé depuis la France et assemblé ici à Dien Bien Phu à la fin de l'année 1953. Le but de ce pont était d'accéder au passage des chars de 18 tonnes. Comme nous le voyons ici, ce pont devait être provisoire, mais est finalement resté intact depuis sa création il y a 64 ans. Il permet maintenant d'accéder au marché de Dien Bien Phu. On trouve pas très loin d'ici une stèle commémorative pour rendre hommage aux Thaïs qui se sont battus avec le général Giap pendant la bataille de Dien Bien Phu. Mais on trouve aussi sur le chemin que nous avons parcouru différentes stèles qui sont aujourd'hui enfouies dans la végétation. Aujourd'hui, la hutte où l'état-major du Viet Minh se réunissait a été reconstituée. On a aussi une stèle en vietnamien qui donne des informations sur le fonctionnement du poste de commandement. Nous avons l'entrée d'une galerie souterraine qui permettait au général Vo Nguyen Giap de rejoindre en sécurité la hutte où il dormait. Mais aujourd'hui, le tunnel a été rebouché pour éviter tout risque d'éboulement. Dans la hutte du général, il y avait uniquement 2 pièces, une chambre et un bureau. Pendant la bataille, les habitants étaient chargés du ravitaillement du PC. Giap resta caché ici pendant 57 jours, longtemps traqué par l'aviation, jamais trouvé sa cachette. À la suite de l'opération Castor,
le camp s'installe et devient le groupement opérationnel du Nord-Ouest. Ce poste de commandement se situait au centre du complexe des positions de Dien Bien Phu, au milieu du champ de Myung Tan, plus bas par rapport aux positions du champ de bataille. Il y a plus de 50 ans, on pouvait apercevoir ce poste de commandement sur les collines aux alentours. Un système de défense entourait le poste de commandement, un réseau de barbelés, 4 chars comme 4 blocos mobiles étaient en permanence à l'extérieur du poste de commandement. La tranchée qui mesurait 20 mètres de long et 8 mètres de large était composée de 4 pièces, à la fois, servant à la fois de lieu d'habitation et de lieu de travail. Tout comme son origine, le PC est recouvert de fer et de sacs de sable. Dans ce PC se retrouvaient tous les services de l'état-major, enseignement, transmission et opération. À 17h30 du 7 mai 1954, Taco Kluat, chef de la compagnie 360, régiment 209, division 312, a capturé vivant le général de Castres. Béatrice est attaquée vivement par l'ennemi, défendue par le 3e bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion. Le 13 mars, l'artillerie des assiégeants pilonne Béatrice et Isabelle. En fin d'après-midi, le chef du bataillon Pégot et son adjudant-major du 3e 13e DBLE sont tués par un obus, tandis que, sans officier pour les diriger, sans appui d'artillerie, les légionnaires, livrés à eux-mêmes, mènent un combat désespéré contre les mines qui utilisent la technique de la vague humaine, certains n'hésitant pas à se faire sauter sur les barbelés pour permettre à leurs camarades de passer derrière eux. L'assaut du Viet Minh est donné par les 141e et 209e régiments de la division 312 qui s'élancent des tranchées réalisées à proximité du centre de la résistance. À minuit, Béatrice est tombée aux mains de l'ennemi et le 3e bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion est décimé. Le 13 mars 1954, à 17h30, un déluge de feu s'abat sur les 10 500 hommes du camp. Depuis, le poste de commandement Gounod de Castries ne peut que constater son impuissance. Béatrice, puis Gabrielle et Anne-Marie tombent. En quelques jours, l'aérodrome, la voie sacrée, est inutilisable. Dominique II était également un centre de résistance tenu par le 3e bataillon du 3e régiment algérien et du bataillon taille numéro 2. Dans la nuit du 30 au 31 mars, Dominique II est submergé mais résiste. Le 31, suite aux ripostes des Français, les parachutistes des 6e et 8e BCP parviennent à reprendre Eliane 1 et Dominique II. Cependant, suite à une faute de renfort, ils finissent par abandonner leur position. En fait, la colline a été prise très vite. À peine 2 heures de combat. Elle est submergée par les Vietnamiens. Les Algériens trouvent refuge un petit peu plus bas sur Dominique 3. Au même moment, elles l'ont dit, Eliane 1 qui est de ce côté-là est prise très rapidement également. Et ce qui fait qu'on arrive à un des moments sur lequel j'avais un petit peu insisté dans le film de Schoendorfer. La colline là est prise très vite. Eliane U1 est pris extrêmement vite également. Donc les Vietnamiens, emportés par leur élan, dévalent en direction du... ils peuvent pas descendre là, c'est trop abrupt. Ils passent par là pour aller investir le camp retranché, enfin le PC, etc. Et c'est cette fameuse scène où on a le lieutenant Brunbrook de l'artillerie coloniale qui est avec ses Sénégalais, qui décide d'attendre les vagues Viet Minh en mettant les canons, comme on dit, à zéro, à l'horizontale, et qui tire dans la masse des combattants Viet Minh qui descendent. La bataille va faire rage durant 56 jours et nuits. L'armée populaire va mener 3 attaques meurtrières pour abattre les défenses françaises. Les forces de l'Union française tiennent et luttent avec l'énergie du désespoir. L'offensive s'arrête et c'est un succès mitigé pour des pertes extrêmement lourdes des deux côtés. Le lendemain, la division 316 repart à l'assaut pour essayer de reprendre, de monter jusqu'au petit monument que vous avez là. Il n'y arrive pas. Vous voyez la distance. On a plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de Vietnamiens qui montent là et ils n'arrivent pas à aller au-delà. Ce qui montre bien ici, c'est un apocalypse. Ici, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que les Français qui sont là, on est à l'arme automatique, on tire toute la nuit à la mitrailleuse, les canons qui sont de l'autre côté tirent ici. Donc on a les canons vietnamiens qui tirent à 100 mètres plus haut et les canons français qui tirent là.
et vous êtes dessous. Quand vous êtes un militaire français, vous êtes un peu protégé par les tranchées, etc. Et les quelques bunkers que vous avez ici. Mais bon là c'est du béton. Mais votre bunker c'est quoi? C'est du bois qu'on a récupéré sur la colline. On a mis de la terre et du sable. C'est pas très épais, un coup au but dessus, ça saute. Donc pendant plusieurs heures, on se bat ici, au lance-flammes et tout le bazar. Des figures s'affirment. Les commandants des bataillons parachutistes construisent leur légende. Des héros se sacrifient à l'image du jeune lieutenant Brunbrook de l'artillerie coloniale. Plus de 4000 hommes seront parachutés dans la fournaise pour alimenter une bataille mangeuse d'hommes. Face à la détresse des blessés, les médecins font leur possible dans des conditions dantesques. Ils sont aidés par quelques femmes, Geneviève de Gaillard, mais aussi les prostituées du BMC de la Légion, disparues dans la tourmente. Le plus longtemps possible. Je pense que le mieux c'est que l'aviation fasse un gros effort d'appui de feu aujourd'hui pour tâcher que le Viet s'arrête son effort. Oui mon général, et puis alors il ne faut pas que l'aviation arrête, sans arrêt. Et puis je garde tout ça sous mon commandement. Oui mon vieux. Voilà. Merci mon vieux. Je peux encore vous téléphoner avant la fin. Allez au revoir mon vieux Castres. Au revoir mon général. Au revoir mon vieux. Finalement, le 7 mai à 17h, le silence s'abat sur Dien Bien Phu. 2293 combattants de l'Union française sont morts. Les pertes vietnamiennes dépasseraient les 20 000 tués et blessés. Pour les 11 721 survivants, le temps de la captivité débute. Il va marquer les corps et les esprits pour les décennies à venir. Ils ne seront que 3290 à revenir. Les combats ont affaibli les corps, la longue marche, les privations et les séances de rééducation dans les camps marqueront profondément les esprits, semant des graines qui germeront en Algérie et ailleurs. Dien Bien Phu a une valeur mémorielle différente selon que l'on soit vietnamien ou français. On sait pas quoi faire avec Nous sommes dans le musée de la bataille. Ce musée a été inauguré en l'honneur de son 60e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. Ce musée s'étend sur 22 000 m². L'architecture est particulière car il prend la forme d'un chapeau qui est censé être recouvert d'un filet de camouflage qu'utilisaient les combattants vietnamiens, les combattants de Vietnam. Alors, ce bâtiment il a été financé par l'État vietnamien. C'est à hauteur de 211 milliards de dons, ce qui fait environ 8 millions d'euros. Et on va y trouver beaucoup d'objets qui ont servi pendant la bataille, qui ont donc une grande valeur historique. Mais pas seulement, puisqu'il y a aussi beaucoup de sculptures, bas-reliefs ou d'articles, enfin toutes sortes de documents, qui vont nous parler de toute la guerre d'Indochine en général. Ça nous permet d'avoir donc une meilleure idée de l'impact que ça a pu avoir cette bataille sur le Vietnam. Pour la République socialiste du Vietnam, la bataille confirme et valide la déclaration d'indépendance proclamée par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945. L'État-nation vietnamien naît véritablement ce 7 mai 1954. Les lieux sont aménagés pour rappeler ce moment décisif. Aujourd'hui, la colline A est un lieu de commémoration avec son cimetière militaire pour rendre hommage aux soldats tombés lors de la bataille. Au pied de la colline se trouve un des 5 cimetières pour rendre hommage aux soldats tombés, où s'y trouvent environ 600 tombes. Le cimetière a été restauré pour son 40e anniversaire. Presque toutes les tombes sont anonymes. On estime à près de 10 000 le nombre de Vietnamiens tués pendant la bataille. Năm xưa ghi nhớ bên lòng nhận là lời say đắm đã cùng chung phải với
tình quyết chẳng phân chung ta ngầm cuộc bắt đầu. Năm nay ta còn đâu những phút tình tơ, bao giờ mối sầu. Aujourd'hui, Dominique II est porteuse du monument de la victoire de Dien Bien Phu. Il représente 3 combattants debout sur le quartier général du général de Castres. Alors il y en a un qui détient les armes mais on ne le voit pas parce qu'il est derrière. Il y en a un autre qui brandit le drapeau. Et un dernier qui tient un enfant qui a un bouquet de fleurs. Alors cette œuvre, elle est de cuivre. Elle pèse 180 tonnes et mesure 12 mètres 6. Pour y accéder, il y a un escalier fait de marbre. Il y a 320 marches et il y a des petites bornes en granit bleu. Il y en a 56 et ça représente les 56 jours et nuits de combat. Et au niveau des marches, il y a 3 terrasses comme on a pu voir. Et ces 3 terrasses représentent les 3 offensives faites par l'armée vietnamienne durant la bataille. Est-ce que vous étudiez la bataille de Dien Bien Phu au lycée? Oui. Oui, au lycée, au primaire, au collège. Ah oui. Tous les 3. Ok. Et vous voyez ça chaque année ou c'est espacé Non, on commence dans la classe d'histoire, on commence plutôt du commencement de la vie de l'homme. Et oui, on s'avance de plus en plus chaque année. Et juste debout, la classe des 12e, c'est terminal en France, on commence à étudier oui, la bataille de Dien Bien Phu. En général, la guerre Indochine, la bataille des Bien Phu, c'est une partie de la leçon. Oui, il s'agit d'environ 3 séances juste pour la bataille de Dien Bien Phu. Okay. Les séances de combien d'heures? C'est 45 minutes pour chaque séance. Les Vietnamiens ont fiers de la victoire dans cette bataille parce que c'est une grande partie de notre histoire et ça change beaucoup de la fin du guerre Indochine. Et ça sert à nous donner l'indépendance que nous avons maintenant. Et en fait, Général Giap, on l'appelle le Napoléon vietnamien. D'accord. Ouais. Donc il y a une sorte de fierté vietnamienne par rapport à cette bataille et à cette victoire surtout. Ah oui. Ouais. D'accord. Personnellement, mon père, oui. il m'a dit que cette bataille est particulièrement importante parce que ça les fait sortir du Vietnam, les Français. Ça les a fait sortir. Pour vos parents, c'est important. Ouais. Toi, qu'en penses-tu? Quel ressenti as-tu? Après le cours de l'histoire de la bataille de Dien Bien Phu, je suis très fier de cette victoire. En effet, en 1954, c'est l'année de la victoire. L'armée du Vietnam avait 9 ans. Elle avait une petite tête de la Chine. On veut gagner la victoire contre les Français. Non seulement moi ou ma famille, mais aussi tous les Vietnamiens sont très fiers de cette victoire. Le 7 mai, chaque année, il y a beaucoup de documents, de films sur la bataille.
Pour la France, c'est une bataille perdue qui clôt une guerre perdue par des professionnels à 12 000 km de la métropole. Dien Bien Phu est une bataille oubliée, refoulée par la population et les gouvernements qui se succèdent. L'héroïsme des soldats, le traumatisme des camps subsistent seulement au sein des associations d'anciens combattants. Puis une remise en mémoire progressive s'opère. Nous allons vous présenter le monument aux morts de Dien Bien Phu, que vous pouvez voir ici. Il a été construit par un seul homme, Rolf Rodel. C'était un légionnaire de 1950 à 1962, mais plus particulièrement, il faisait partie du 3e régiment étranger d'infanterie lors de la bataille de Dien Bien Phu. C'est en 1994 que Rolf Rodel décida de créer une stèle, un monument mort digne de ce nom pour les soldats tombés au combat lors de cette bataille. En effet, Rolf Rodel a voulu faire bouger les choses car personne ne s'en était préoccupé. Aucun gouvernement ni aucune personne ne s'en est inquiété pendant presque 40 ans. Et c'est au 40e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu que Rolf Rodel décida de créer ce monument en mémoire des soldats français qui n'ont pas pu être rapatriés. Et il est désormais un monument de la République française. Un jour d'octobre, loin de chez eux, a chuté près du Viet Minh 600 soldats au cœur de feu, prêts à mourir pour l'Indochine. Dien Bien Phu reste un lieu fort, un champ de bataille qui fut un concentré de violence. Un paysage bouleversé par les combats, mais dont il ne reste, en définitive, pas grand-chose. La vie a repris ses droits, tumultueuse, dynamique, tournée vers l'avenir. Les quelques villages-tais dispersés ont laissé la place à une ville de 100 000 habitants qui profite de sa situation géographique et qui regarde à peine les vestiges sanctuarisés d'une bataille d'un autre temps.